Bonjour, je suis Renaud Le Barbier, je suis spécialisé dans la prévention des risques psychosociaux et je vous propose de discuter un peu de ce sujet par une présentation introductive euh, qui se nomme Prévention des risques psychosociaux et bien-être au travail. Sur cette présentation, nous traiterons deux points, je dirais, en profondeur et un point de manière un peu plus rapide, en espérant vous donner l'envie de poursuivre sur cette formation, qui se veut, je dirais, de la plus participative possible. Les risques psychosociaux, de quoi parle-t-on? Ce sera déjà le sujet. C'est un sujet, le risque les risques psychosociaux qui est très médiatisé, on en parle beaucoup, notamment dernièrement avec la définition des maladies psychiques dans les maladies à caractère professionnel. Voilà, donc c'est un sujet qui occupe le devant de la scène d'un point de vue médiatique et d'un point de vue social, puisque on se rend compte que c'est un sujet qui est de plus en plus discuté dans les entreprises, mais aussi en dehors des entreprises, dans les réseaux de soins et aussi dans les accueils euh, qui peuvent recueillir la parole des salariés en souffrance. Dans cette présentation, nous parlerons aussi de la réglementation, les obligations et les enjeux de l'employeur en termes de prévention. Euh, et voilà, ce sont des éléments qui sont importants à comprendre, puisqu'ils sous-tendent un peu la mise en œuvre d'éléments et de plans d'action dans l'entreprise. Et la conclusion de cette première partie introductive s'effectuera au chapitre 3, où nous parlerons rapidement, où je vous questionnerai quelque part plutôt sur les facteurs de risque psychosociaux. L'idée étant de commencer de votre côté à travailler sur cette question des facteurs psychosociaux et pourquoi pas poursuivre cette formation euh, avec moi voilà, autour d'une table et puis pour pouvoir échanger. Mon objectif étant d'être le plus participatif possible et de m'approcher le plus possible de vos problématiques dans l'entreprise. Alors, les risques psychosociaux, de quoi parle-t-on? Ah, c'est un sujet, je vous l'ai dit, très médiatisé qui comprend beaucoup de discussions et beaucoup d'informations. Il est difficile de faire comment dire, le tri dans tout ce que l'on entend. Et ça, on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, d'après vous, alors c'est un quiz comment dire, qui s'est construit en fait en écoutant un peu les différentes personnes discuter de leur représentation des risques psychosociaux. D'après vous, que sont les risques psychosociaux? Alors, vous n'êtes pas là pour me répondre, mais est-ce qu'on peut rapidement avoir comme mots-clés, comme signifiants des risques psychosociaux, sont des choses assez simples qui reviennent fréquemment. On va parler de stress, bien entendu, c'est un élément qui revient fréquemment. On va parler de maladie, de manière très générale. Et on verra que la maladie, c'est quelque chose qui est souvent mis en avant lorsqu'on va notamment traiter du problème de l'absentéisme. La perte de sens, c'est quelque chose qui est très fréquent et qui revient souvent, malheureusement, et dont on parlera aussi particulièrement lorsqu'on va parler de l'épuisement professionnel, ce qui est dénommé, j'en ai parlé un petit peu, le burn-out aujourd'hui. On parle de mal-être de manière générale, c'est un sentiment diffus, confus, assez difficile à définir qui s'exprime par un certain nombre de symptômes dont on parlera juste après. La charge émotionnelle, c'est quelque chose qui fait partie du travail, notamment je pense à toutes les personnes qui sont confrontées à la souffrance
des autres, dans le travail de soins ou dans le travail social. Les injonctions contradictoires, c'est des choses aussi qui viennent de plus en plus fréquemment dans le discours. Alors, bien sûr, le terme injonction contradictoire n'est pas forcément celui qui vient en première ligne, mais il traduit un peu ce qui est, comment dire, ce qui est ressenti par les salariés dans certaines organisations du travail. C'est-à-dire cette idée que il pourrait y avoir de temps en temps des choses qui sont contradictoires, qui sont demandées par la hiérarchie ou l'organisation du travail, et qui sont inconciliables. Le burn-out, ça bien sûr on en a parlé, c'est un signifiant un peu fourre-tout comment dire, le sujet des risques psychosociaux et qui est un peu complexe parce que on va rentrer un peu dans le détail hein, lorsqu'on va parler de l'épuisement de l'épuisement professionnel. Mais c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les descriptions des risques psychosociaux. Souffrance, bien entendu. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on va entendre régulièrement. Et addiction, parce que, alors addiction, pourquoi c'est fréquemment quelque chose qui est mis en avant par les salariés pour faire état d'une d'un comportement, j'aime pas le terme, mais on va dire comportement, d'une défense pour pouvoir sortir un peu de la souffrance qui consiste à devenir addict. Alors addict à une substance, bien entendu, mais parfois, cela peut paraître paradoxal, mais addict au travail, hein, ça peut être une conséquence secondaire d'une souffrance au travail. Alors, il existe un grand nombre de documents, hein, de témoignages sur le sujet. Dans cette vidéo, je ferai court sur cette partie-là. Il existe une grande littérature sur le sujet. Ici, à l'écran, vous avez l'exemple, enfin, vous avez deux intitulés, hein. Le premier qui s'appelle J'ai mal au travail, qui est un film qu'on peut trouver à l'INRS, hein, l'Institut national de recherche sur la santé, qui est intéressant parce qu'il brosse un peu les différentes formes de souffrance qu'on peut rencontrer au travail. Et puis à côté, c'est un témoignage qui a été effectué dans une entreprise à Tours. Je l'ai laissé là simplement parce que le mot, le langage qui est employé alors, on a dans cette vidéo des membres d'un comité d'hygiène, sécurité santé et conditions de travail. Et leurs mots, leur phrase, la phrase qu'ils prennent pour parler de leur mal-être au travail, c'est on n'est pas des machines. Et il s'agit d'une entreprise en fait qui constate une épidémie, si on peut dire ça, de troubles musculo-squelettiques. Alors on en parlera tout à l'heure et on verra comment est-ce qu'on peut faire le lien. Euh, alors, physiologiquement d'une part, et puis on verra par la suite, mais ça fait l'objet d'un autre module de formation, comment est-ce qu'on peut faire le lien entre troubles musculo-squelettiques, risques psychosociaux et organisation du travail, et comment est-ce qu'on fait le lien surtout entre je dirais le corps, l'esprit, le psychisme et le somatique. Alors, si on s'intéresse aux définitions des risques psychosociaux, on va en trouver diverses et variées. Il y a beaucoup de définitions sur les risques psychosociaux. Je fais juste une parenthèse pour indiquer, pour essayer d'expliquer pourquoi. Les risques psychosociaux sont vus sous plusieurs angles, avec plusieurs démarches épistémologiques. Donc, on va produire, en fonction des personnes qui s'intéressent à ce sujet, différentes définitions de ce que c'est que le risque psychosocial. Donc j'ai préféré, moi, m'attacher à une définition alors, qui ne fait pas forcément consensus, mais qui est intéressante, parce qu'on peut en discuter sur cette approche des risques psychosociaux, et cette définition, elle est donnée, c'est
un des éléments par le ministère du Travail, qui dit les risques psychosociaux recouvrent les risques professionnels, donc on est bien dans une dimension du travail, qui porte atteinte à l'intégrité physique et à la santé mentale des salariés. Alors c'est quelque chose de très général, hein. On parle de la partie de l'intégrité physique, hein, de tout ce qui touche au corps et de tout ce qui touche à l'esprit et à la santé mentale des salariés. On parle dans cette définition de dépression, de maladies psychosomatiques, de problèmes de sommeil, hein, de symptômes psychiques, on peut dire, mais aussi favoriser des TMS, des troubles musculo-squelettiques, des maladies cardiovasculaires, des accidents du travail. On voit qu'ici, les risques psychosociaux, donc bien définis comme risques professionnels, ont des conséquences variées, diverses, hein, conséquences somatiques, conséquences psychologiques. Donc, la première partie de la définition s'attache aux conséquences de ces pathologies professionnelles en insistant bien sur la notion centrale du travail. Donc, par la suite, il est intéressant de lire que ces risques psychosociaux se situent à l'intersection des dimensions individuelles, collectives et organisationnelles de l'activité professionnelle. Voilà, trois facteurs qui rentrent en ligne de compte pour comprendre le risque psychosocial, c'est l'individu, la dimension collective et la dimension organisationnelle de l'activité professionnelle. Ce qui est intéressant dans cette définition, c'est que le ministère du Travail, c'est en 2007, et ce constat n'a pas évolué, il s'est, on va dire, affiné, mais il n'a pas évolué. C'est que les risques psychosociaux sont d'origine multifactorielle. Et déjà, d'entrée, cette définition place deux éléments importants dans les mesures de prévention. C'est dans un premier temps l'organisation du travail, et dans un deuxième temps le dialogue social, qui sont des éléments importants. On verra évidemment que cela ne suffit pas toujours, hein. Si on regarde un peu une autre définition, là encore, une fois, on va rentrer dans des éléments qui touchent aux aspects aux conséquences des risques psychosociaux. En l'occurrence, ici, on nous dit que les risques psychosociaux, c'est le stress professionnel. Alors, qui se traduit par un phénomène de débordement de l'individu au travail en fonction des exigences du travail, charges, du degré d'autonomie dans le travail, de la qualité du soutien dans l'équipe. Donc on retrouve quand même des éléments importants, mais là, des éléments qu'on a déjà cités, mais là, on est sur une dynamique qui concerne la notion de stress. Donc c'est un des points de vue, le stress professionnel, c'est le salarié, le sujet, est débordé, on peut dire, dans ses ressources par rapport aux exigences du travail. La charge est trop importante, la complexité des tâches, la demande psychologique qui est faite par l'entreprise, la charge mentale, etc. Elle s'intéresse aussi, dans ce point de vue, dans cette perspective, au degré d'autonomie dans le travail. Alors c'est un élément déjà assez intéressant parce que le stress professionnel serait donc, selon cette définition, dépendant du degré d'autonomie dans le travail. Et troisièmement, de la qualité du soutien dans l'équipe. Donc quelque part, on revoit déjà des choses qu'on a déjà abordées avec la première définition, puisqu'on parle de quelque part la dimension individuelle, hein, des exigences du travail. Comment est-ce que le salarié se débrouille avec ces exigences du travail, toujours d'un point de vue individuel, mais quelque part, c'est un élément apporté par l'organisation de l'entreprise, c'est comment est-ce que le salarié est autonome dans son travail. Et enfin, troisième élément, c'est la qualité du soutien dans l'équipe, hein. Donc ça, c'est développé particulièrement dans un modèle qui s'appelle le modèle de Karasek, mais je ne rentrerai pas ici dans ce détail. Donc on retrouve les trois éléments. Une dimension individuelle d'engagement dans l'activité du travail, un degré d'autonomie dans le travail fourni ou pas
hein, parce que c'est la problématique, on verra, on en parlera plus tard, par l'organisation du travail, et la qualité du soutien dans l'équipe, c'est l'aspect collectif. Après, pour qualifier les risques psychosociaux, on parlera, j'en ai parlé au tout début de cette introduction, du mal-être au travail. Là, on a quelque chose de très subjectif. Bien sûr, tout est toujours subjectif, puisque on est sur un risque qui touche directement à la perception humaine de la souffrance, mais là, le mal-être au travail correspond à un état émotionnel en lien avec un contexte organisationnel et relationnel qui peut aller jusqu'à une souffrance pathologique. Donc voilà, ça c'est un des éléments de définition des risques psychosociaux à la suite du stress professionnel. La souffrance au travail, c'est quelque chose qui aussi, là, est mis en avant par la direction du travail pour traduire une douleur physique ou mentale qui est liée à une situation de travail. On est toujours, hein, la souffrance au travail, on est toujours bien avec le travail comme centre comme causalité, en tout cas, de la souffrance au travail. Elle peut conduire à des dégradations de la santé quand elle n'est pas compensée par des formes de reconnaissance. Alors c'est un élément que je n'aborderai pas dans cette première partie, mais c'est une théorie qui a été émise par Christophe Dejour, qui était une théorie assez ancienne et qu'il a pu faire évoluer, alors qu'il a commencé comment dire, à élaborer dans les années 80 et qu'il a mis à jour dans les années 90 avec sa pratique clinique, mais le travail engendre une certaine souffrance, et il faut que cette souffrance soit compensée par un certain nombre d'éléments. Voilà, ici on parle de la reconnaissance, mais il y en aura d'autres, ce sont des éléments qui font partie des choses que j'aborderai par la suite. Le harcèlement moral est une des souffrances qui est définie par la réglementation notamment, et qui fait partie des choses qu'on va retrouver dans les risques psychosociaux. Le harcèlement moral est quelque chose qui a été, je dirais, médiatisé ou mis en avant par Marie-Pierre Irigoyen, qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. Et ça, c'est un élément dont on rediscutera par la suite. Alors, ce qu'on peut voir, donc il y a beaucoup de définitions hein, sur les risques psychosociaux. Évidemment, là, j'en ai donné que quelques-unes qui sont, je dirais, des définitions qu'on retrouve le plus fréquemment. Ce qu'on peut dire, en outre, c'est qu'on ne trouvera pas de consensus sur ce que sont les risques psychosociaux. Je vous l'ai expliqué, cette problématique de la souffrance au travail, elle convoque un certain nombre de champs de recherche qui sont la psychiatrie, la psychologie, la sociologie, etc. etc. Donc forcément, en fonction de ces façons de voir et d'analyser le monde du travail, les rapports et les définitions ne seront pas les mêmes. Donc il n'y a pas de consensus sur ce que sont les risques psychosociaux. En revanche, il y a deux éléments qu'on peut retrouver toujours plus ou moins. Alors, on en retrouve parfois beaucoup plus, mais au moins deux éléments qui sont ici importants, qu'on retrouve dans le travail qui est fait autour de cette question des risques psychosociaux. Ils sont toujours définis soit par leurs conséquences sur la santé, le stress, dépression, etc., et on verra qu'il y a d'autres éléments, soit par le fait que les risques psychosociaux questionnent une approche multifactorielle sur les déterminants de ces risques, et notamment sur trois dimensions de l'activité professionnelle. Donc autant dans un premier temps on est sur les conséquences, donc sur le sujet,
Autant sur le deuxième temps, on est sur trois facteurs qui définissent la relation entre le sujet et le travail. Donc une dimension individuelle qui est l'engagement du salarié dans l'activité, une dimension collective qui est le support du collectif, mais ça c'est déjà quelque chose que je vous ai dit et que je préciserai par la suite, et une dimension organisationnelle qui met en avant les exigences de l'organisation. Quelles sont les exigences de l'organisation qui pèsent sur le salarié et qu'est-ce qu'il fait avec ça en fait. Voilà. Donc ces trois éléments sont assez fréquemment utilisés dans les définitions sur les risques psychosociaux. Alors, les conséquences pour la santé, pour l'entreprise, ce qu'on va, on va voir, là je le dis tout de suite, mais on va voir beaucoup de choses différentes, hein, je reviens un peu sur ce que j'ai dit, mais on va parler de stress, de mal-être au travail, on va parler de dépression, d'anxiété, de troubles anxio-dépressifs, de stress post-traumatique, d'épuisement professionnel, de troubles cardiovasculaires, de troubles musculo-squelettiques, de comportements à risque, d'addiction et malheureusement de suicide, puisque ce sont des choses qui ont été malheureusement, je le répète, constatées. Donc ce sont des pathologies diverses et variées, avec des interprétations causalistes différentes en fonction des disciplines. Ça j'en ai déjà parlé évidemment. Un psychiatre va décrire un trouble psychosocial par une anxiété, un trouble anxio-dépressif. Le stress sera plus quelque chose qui sera interprété par un psychologue. Voilà. Toutes ces dimensions-là sont différentes en fonction des chercheurs qui travaillent sur le sujet. Donc il n'y a pas réellement de composantes et de consensus scientifique sur les différentes manifestations en lien avec les risques psychosociaux. En revanche, on peut, d'un point de vue symptomatologique, en tout cas, dire que les risques psychosociaux, d'un point de vue général, mais évidemment, il y aura toujours des cas particuliers, puisqu'on est toujours dans la singularité du sujet, hein, nous pourrons nous montrer que ce n'est pas toujours le cas, mais d'une manière générale, ce qu'on va retrouver le plus couramment, ce qui est relevé le plus couramment dans la littérature ou par les médecins du travail notamment, ce sont trois aspects, hein, un aspect somatique, avec un certain nombre de symptômes fonctionnels, du système digestif, de la sphère urinaire, du système cardiaque, etc. Psychologique, avec une perte d'estime, une dépression, une anxiété, parfois paroxystique, des troubles de stress post-traumatique, et parfois mais ça effectivement, encore une fois, tout dépend de l'approche scientifique qui est utilisée pour parler de cet aspect psychologique, mais parfois des décompensations psychotiques. Et on va aussi retrouver dans cette dans cette triade de symptômes, des symptômes cognitifs, avec des baisses de l'intention, des pertes de motivation, des troubles de la mémoire. Donc là, je vous donne quelque chose qui est reconnu, je dirais, d'un point de vue scientifique, même si, encore une fois, cette définition, je vais beaucoup insister sur ce sujet, est discutable et voilà, relativement discutée. Alors, pour comprendre un peu, en tout cas la partie psychosomatique, on est un petit peu obligé de passer par la question du stress. Et comprendre le stress, c'est un élément important parce que ça permet d'expliquer ce qui se passe d'un point de vue physiologique pour qu'il y ait une maladie qui se déclenche. Alors, ce que je vous donne là est une des explications possibles.
elle n'est pas, elle est l'explication la plus courante, hein, la plus couramment utilisée, celle qui fait, je dirais, le plus consensus d'un point de vue scientifique, mais elle n'est qu'une façon d'expliquer les choses. Elle n'est pas, elle n'est pas exhaustive. Il y a bien sûr beaucoup d'autres éléments qui sont à prendre en compte dans la survenue des troubles des troubles psychosociaux et d'une manière générale du malaise au travail. En tout cas, ce qui peut se passer, le phénomène du stress, c'est un phénomène purement adaptatif. Dans un premier temps, le sujet va ressentir un choc sous forme d'une attaque et d'une agression en tout cas quelque chose qu'il va considérer comme agressif, ou quelque chose pour lequel il n'aura pas les ressources, qui sera en désadaptation pour pouvoir répondre. Donc la première réaction physiologique est une réaction d'alarme, avec une respiration courte, une boule dans la gorge, une accélération du rythme cardiaque. Face à ce choc, physiologiquement, neurophysiologiquement, on va dire qu'il va y avoir une réaction. Typiquement, évidemment, c'est quelque chose d'assez simpliste, mais ça reste quelque chose de largement étudié et documenté scientifiquement. Il y a trois réactions possibles, qui sont la fuite, l'inhibition ou la lutte. Donc en tout cas, il y a une phase de résistance physiologique, psychophysiologique, qui fait que pour se libérer, pour se préserver, en tout cas pour se préparer à réagir, le corps va amener à l'être humain un certain nombre de ressources pour pouvoir réagir face à cette attaque. Et enfin, lorsque l'agression, lorsque la réaction, en tout cas, aura mis l'agression ou l'agresseur à distance, il y a ce qu'on appelle une phase d'épuisement. Le corps va retrouver des conditions d'homéostasie et fonctionner, on va dire, de manière tout à fait normale. Et ce qui est dangereux, c'est en fait le prolongement et la chronicisation de ce stress. On va le voir par la suite, puisqu'il va engendrer en fait l'arrêt de la rétroactivité de ce système neuro-endocrinien, et faire en sorte que on va en permanence être dans une espèce de situation de réaction à l'agression, et on va chroniciser le stress. Alors, d'un point de vue physiologique, ça se passe comment? Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. On est sur l'axe hypothalamo-hypophyso-hippocampo, voilà, et donc hypothalamus, l'hypophyse et l'hippocampe. La menace va activer l'hypothalamus qui va sécréter, qui va activer une hormone, qui va activer elle-même l'hypophyse et qui va activer des glandes surrénaliennes qui sont la glande médulo-cérébrale d'un côté, la glande cortico-surrénale. L'objectif de ce système, c'est de préparer le corps à résister et à agir à la menace. Il y a une boucle rétroactive qui est censée freiner ce système. Le problème, c'est que lorsqu'on est dans le stress chronique, l'hippocampe ne freine plus ce système. Et en fait, le corps va se trouver en permanente production d'hormones, de cortisol, d'adrénaline et de noradrénaline, pour pouvoir être en perpétuel, pour pouvoir réagir, je dirais, de manière permanente à un stress qui s'est chronicisé. Et c'est là que va se déclencher la maladie, puisque ces hormones et d'une manière générale la suractivation de ce système va déclencher des problèmes physiologiques, mais aussi des problèmes psychologiques. Alors, pour revenir à des choses plus comment dire,
concrète, dans l'expression de la souffrance, on va parler du cas de l'épuisement professionnel. L'épuisement professionnel, on va prendre l'exemple du cas d'un employé d'une agence de communication. Il dit ceci: mon métier, je l'aime, je l'ai choisi, j'ai tout fait pour y arriver. Depuis quelques semaines, j'ai l'impression d'être vidé de l'intérieur. Je n'ai plus d'énergie pour me lever le matin, plus d'envie. J'ai trop de projets en cours, je passe de l'un à l'autre, je n'en vois jamais le bout. Alors ça peut peut-être vous dire quelque chose. J'ai l'impression de n'avoir jamais le temps de faire correctement mon travail. Je supporte de moins en moins mes collègues, les demandes de mon responsable. On accepte des projets qu'on ne devrait pas accepter, le chiffre, toujours le chiffre. Je n'ai pas choisi de faire ce métier pour ça. Je me dis qu'être graphiste, ici, n'est pas aussi valorisant, gratifiant que cela. Donc, dans ce témoignage, on voit quelques éléments qui sont importants. Les éléments de quelqu'un qui est victime d'un épuisement professionnel. On voit d'abord quelque chose qui est important, c'est le choix éthique de ce métier, le fait que ce métier, il l'aime, hein, il l'a choisi, hein, il fait partie de ses choix, de vie. Et il a tout fait pour y arriver. Donc il s'est inscrit subjectivement, personnellement, il a inscrit un certain nombre de son histoire dans ce métier. Et puis, il décrit tout de suite cette sensation d'être vidé de l'intérieur, l'épuisement, hein, l'érosion, en tout cas l'érosion intérieure, hein, le manque d'énergie pour se lever le matin, plus d'envie. Peut-être nous dirait-il aussi qu'il n'arrive plus à dormir, en fait. Hein, et puis de toute façon, que même s'il dort, ça ne le repose pas. Et puis, après avoir finalement parlé d'un point de vue purement symptomatique, il va parler du travail. Il a trop de projets en cours. Il passe d'un projet à l'autre, il n'en voit jamais le bout, il a l'impression d'avoir jamais le temps de faire correctement son travail. Alors, j'en dirai pas plus sur le sujet, mais c'est une plainte qui dit beaucoup de choses sur ce phénomène d'épuisement professionnel, en ce qui concerne l'organisation, mais aussi la perception qu'a le sujet de cette organisation du travail. Je supporte de moins en moins mes collègues, les demandes de mon responsable, etc. On accepte des projets qu'on ne devrait pas accepter, le chiffre, toujours le chiffre, etc. Et quelque chose qui est important, c'est qu'il y a ici, à la fin de cette description, dans ce témoignage, dans cette plainte qui est apportée par le sujet, quelque chose qui nous dit que être graphiste, c'est pas aussi valorisant, gratifiant que cela pour lui. Et que, quelque part, voilà, là on a quelque chose de la perte de sens, et on verra que c'est quelque chose qui est assez fréquent dans cette expression de la souffrance, et dans le cas de l'épuisement professionnel, cette perte de sens. Alors, cette perte de sens, on va la retrouver fréquemment. Hein. Bon, faut-il pour autant nommer la pathologie? Bon, c'est une question que je soulève et dont on peut débattre par la suite. Si on s'intéresse aux travaux qui ont été faits par Maslach en particulier, sur le syndrome d'épuisement professionnel, finalement on retrouve les trois éléments qui sont présents dans notre témoignage que nous avons choisi tout à l'heure. L'épuisement émotionnel, qui est un épuisement psychique, physique et émotionnel. Hein, les temps de repos ne suffisent pas. Hein, on n'arrive pas, on a beau se reposer, c'est pas suffisant pour se dégager de cette souffrance. On arrive à déclencher une sorte de cynisme vis-à-vis du travail, une sorte de détachement vis-à-vis du travail, une tension avec les collègues, un désengagement, un désenchantement aussi, hein, avec les collègues, la structure, etc. On considère qu'il s'agit d'une stratégie d'adaptation. Ici, dans le modèle qui est décrit par Maslach et collaborateurs, c'est ce cynisme qui fait partie des symptômes qui sont recherchés notamment par les médecins du travail ou les psychiatres. C'est, semble-t-il, une stratégie d'adaptation.
On parlera de défense, hein, de système de défense aussi, dans la théorie, dans la perspective de la psychodynamique, hein, un- voilà, une approche de défense individuelle. Il y a quelque chose qu'on le voit clairement, qui est la diminution de l'accomplissement personnel au travail, entraînant une dévalorisation de soi, un sentiment d'être inefficace. Malgré tous les efforts, le salarié se trouve dans l'impasse. Alors, vous voyez là, l'intérêt de cette description, de cette très courte description. Je rappellerai, je fais une petite parenthèse pour dire que l'épuisement professionnel, c'est plus de 200 symptômes répertoriés aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui pose question. Mais cette troisième dimension, la diminution de l'accomplissement personnel au travail, est-ce que c'est une conséquence ou est-ce qu'au contraire, c'est une cause? Donc vous voyez, il y a des questions qui se posent par rapport à ces dimensions pathologiques et qui nécessitent, je dirais aujourd'hui, qui restent posées dans le débat scientifique. Pour finir sur cet aspect-là, ce qu'on verra fréquemment, ce sont des manifestations émotionnelles, des manifestations physiques, on en a déjà parlé, des tensions musculaires, des douleurs achidiennes, etc. Des manifestations cognitives, on en a parlé, mais aussi des manifestations comportementales, bon, voilà, ou interpersonnelles. Bon, ce qu'il faudra retenir, c'est que forcément, le sujet, dans son, dans son travail, va se sentir touché en tant que sujet, justement, et empêché sur un certain nombre d'éléments. Et ça va avoir des conséquences intrapsychologiques et interpsychologiques, interpersonnelles, hein, intrapersonnelles, intrapsychologiques et interpsychologiques. Bon, voilà, j'en dirai pas plus sur le sujet, j'évoquerai ça par la suite. Alors, sur l'expression de la souffrance, ces manifestations, là on les a vues hein, sur le burn-out, mais elles ne sont pas proches, elles ne sont pas propres au burn-out. Hein, et c'est ça la problématique, d'aborder les risques psychosociaux sous l'angle du symptôme. Je vous en parle aujourd'hui parce qu'il est important que vous ayez ça en tête. Si on regarde le symptôme et uniquement le symptôme dans le risque psychosocial, on risque de passer à côté d'un certain nombre de choses et se retrouver dans une espèce de nébuleuse symptomatologique qui ne nous dira pas grand-chose sur le travail en lui-même.